Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors encore une fois, je ne tourne pas chez moi, mais ça je vais arrêter de le dire je pense parce que ça se voit de toute façon. C'est pas chez toi ici. Non, étonnamment. Pourtant c'est un peu comme salon pourtant. Un peu froid quand même. Si Ouais. tu devais regarder un film tout seul, c'est un peu déprimant. Un peu ouais, en fait ouais. Donc je suis accompagnée de Paul Taylor. Si vous ne le connaissez pas, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Je t'ai pas demandé, je regarde quelle caméra. Si. Celle que tu veux. Alright. Hello camera 1, hello camera 2. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux caméras. Et je pense que tu n'as pas regardé ma chaîne, mais en fait je fais tout en un seul plan. Très bien. C'est-à-dire que. Comme ça, d'ailleurs, tu ils te fais le pas savent. chier à monter. Exactement. C'est vachement pratique. C'est parfait. Sauf quand je fais des vidéos de 10 minutes, que vous ne regardez pas jusqu'au bout d'ailleurs, c'est vraiment insultant. Je suis plutôt recommencer quand je fais une faute à la fin. C'est-à-dire. Quand je tourne pendant 10 minutes, Ouais. que je me plante à la fin, je recommence tout. Mais tu te plantes à la fin, c'est-à-dire. Mais en fait, je bégaye ou je fais un truc, voilà, et du coup, je recommence. Mais garde les bégaiements, on s'en fout. Comme ça, les gens, ils ont l'authenticité du truc. Ouais. Tu vas pas tout recommencer si tu. Faut arrêter de recommencer. Ouais, bah c'est pour ça que maintenant je fais des vidéos de 3 minutes en fait. Ok. Mais donc tu fais 3 minutes. Donc c'est 3 minutes chrono. Là, on a déjà. Non, pas 3 minutes, non. Par exemple, les autres interviews que j'ai fait, c'est à peu près un petit quart d'heure. C'est juste que les vidéos où je parle de bouquins, maintenant je vais beaucoup plus Ah, vite. ok, d'accord, Voilà. pardon. Ok, I get it. Ok. Donc, si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Paul Taylor. Et si vous ne le connaissez pas, franchement, mais vous vivez dans une grotte. Non, parce que vraiment, c'est pas normal. Mais pour les quelques qui ne te connaîtraient pas, est-ce que. tu Ouais, peux en fait, présenter il y a énormément plus de gens qui me connaissent pas que des gens qui me connaissent. Donc, Mais même pour si- le coup, dans la salle, j'ai vu plein de personnes hier que je connaissais. Ça m'a vraiment surprise pour le coup. toi, t'as connu plein de Oui. gens. Et ouais. Même sur les réseaux sociaux, on disait ah bon, mais tu seras là, ah ouais, mais toi aussi. Ah, trop cool. Ouais. Ouais, mais en vrai, si tu prends, je sais pas, si tu prends, bon, les abonnés sur YouTube, ça compte pas vraiment, mais si tu regardes des trucs, des vidéos que j'ai pu faire qui ont peut-être, les meilleurs, ils ont eu quelques millions de vues. Ouais. Par rapport à 70 millions de Français, c'est Oui. quand même très peu. Hein. C'est même pas 1% Non, ça c'est les maths. Je suis nul en maths. Voilà, anyway, je m'appelle Paul, je suis anglais, anglais-irlandais, je suis humoriste et je principalement de scène, mais aussi, en vrai, la majorité des gens ils connaissent par rapport aux vidéos parce que du coup, tu fais une vidéo, ça peut faire des centaines de milliers de vues. Tu fais un spectacle ici à Auray, il y a 200 personnes dans la salle. Donc en vrai, il faudrait que je fasse ce spectacle-là 1000 fois ici à Auray pour atteindre le même montant de gens qui ont peut-être vu la vidéo de 3 minutes. Donc en fait, je suis plus connu pour des vidéos, mais en vrai, la scène, c'est ce que je préfère. Ok. Et du coup, comment t'as eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Comment j'ai eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Ça dépend parce que en vrai les vidéos qui ont été les plus vues, ceux qui ont le plus marché, c'était ceux d'il y a 5 ans, une mini-série qui s'appelait What the Fuck Friends. Et en fait oui c'était sur YouTube mais à la base c'était un programme télé. Donc en fait c'est un programme court sur Canal+. Et en fait j'ai pas eu l'idée de faire ça. À la base j'étais que sur scène. Et j'ai fait une vidéo sur le thème de la bise, où on se dit bonjour en France et en Angleterre on ne sait pas ce qu'on fait. Et ça a cartonné et Canal+, ils m'ont dit on adore ça, on veut que tu fasses plus d'épisodes, mais dans le même style que ça. Est-ce que tu as d'autres thèmes? Et j'ai fait, j'en ai quelques-uns, ils m'ont dit super, on te donne 10 épisodes. Et donc j'ai beaucoup tiré sur le premier spectacle que je tournais en même temps que What the Fuck, en changeant les blagues pour les vidéos. Au final, on en a fait 34, donc c'était une saison de télé, donc de septembre 2016 à juin 2017. Donc en vrai, c'était pas, je suis pas arrivé avec la vidéo de la bise en me disant j'ai 34 autres épisodes à faire. C'était un peu, c'est venu organiquement. Ok. Je sais pas si ça se dit organiquement, mais organically. Voilà. C'était pas forcé, c'était pas planifié dans ma tête. Pour moi, c'était la scène et que la scène. Ouais. Et tout le reste, c'était du bonus. Et du coup, donc, tu racontes dans ton spectacle, et même ceux qui te connaissent le savent, que tu as bossé dans un magasin Apple avant, au Québec, au Canada. Alors, les magasins, j'en ai bossé à Londres, à Sydney, à Montréal et à Paris. D'accord, donc là je suis jalouse fois 1000. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je lâche tout ça, je veux faire de la scène? Il n'y avait pas un moment spécifique, c'était en vrai, la scène, il y a un truc, en fait, dernière année d'université, je suis à Londres et c'est en 2008-2009. Et j'ai du temps libre et je commence à regarder pas mal de stand-up anglais, pas mal de DVD, pas mal de trucs. Il y avait pas énorme, il y avait quelques trucs sur YouTube, mais En c'était 2009, il n'y a pas grand-chose.
Non, mais en vrai, c'était des DVD où c'était le service replay de la BBC, Ouais. comme genre 6play ou TF1 Oui, replay. TF1, Ouais. Et donc du coup, la BBC, ils avaient une émission et qu'ils ont toujours. Bref, je regardais et je consommais beaucoup de stand-up. Je me dis, ah, c'est peut-être intéressant de faire ça. Il y a une soirée stand-up à l'université où il y a des gens ça rigole pas. Ouais. Et je me dis, bon, bah, eux, ils sont payés pour faire ça. Enfin, ça n'a pas l'air si difficile. Ouais. Je Surtout tape. s'ils rigolent pas derrière. Exactement, ouais. Et je dis, bah, moi je rigole bien avec mes potes, ça peut pas être si compliqué que ça. Donc je tape comment devenir humoriste. Je vois qu'il faut faire des scènes ouvertes à Londres. Donc je fais une dizaine de scènes ouvertes à Londres. Ensuite, je déménage en France avec Apple. Et il y a 4 ans qui se passent sans aucune scène. Et 2012, décembre, je me dis, en fait, pourquoi pas réessayer de faire ce truc de scène. Donc je me fais le défi, genre le New Year's Resolution, de monter sur scène en 2013, janvier 2013. Et je commence à monter sur scène ouverte à Paris en anglais et ensuite en français. Je fais ça pendant 2 ans et demi en parallèle de mon job chez Apple, j'étais plus en magasin à ce moment-là, j'étais formateur international, donc je voyageais beaucoup pour former les nouveaux employés. Je fais ça 2 ans et demi et au bout de 2 ans et demi, je dis, c'était en mai 2015, j'ai fait ok cool, je démissionne de chez Apple et je tente mon truc de faire ça temps plein sur scène. Et ça a marché quasiment instantanément ou il y a eu un petit délai quand même Non, il y a eu, il y avait les 2 ans et demi que j'étais sur scène, j'avais des 10 minutes par-ci, des 10 minutes par-là, et des trucs qui fonctionnaient bien, mais j'avais pas un spectacle entier. Donc je savais quand j'ai démissionné, je savais que le premier but c'était de créer et fabriquer un spectacle d'1 heure. C'est le seul moyen qu'on est légitime en France pour le stand-up, c'est d'avoir un spectacle. Tu peux pas juste faire des 10 minutes partout, contrairement à d'autres pays. Anyway, donc je me dis ok, je vais faire mon premier spectacle. Donc en gros, je mets tous les bouts de 10 minutes que j'avais dans un spectacle que je lance janvier 2016. Donc c'est 9 mois plus tard que je lance le spectacle. En même temps, la vidéo de la bise, elle sort. Et je commence des discussions avec Canal+, en janvier 2016, en même temps que le spectacle. Le spectacle commence et puis ensuite, What the Fuck, ça commence en septembre 2016. Donc 9 mois après le début du spectacle. Et en fait, premier spectacle et What the Fuck, c'est en parallèle pendant... Ça a dû un peu aider aussi pour forcément remplir un peu les salles. Ah oui, mais c'était la seule raison que là, il y a 250 personnes. C'est pas la seule raison parce que depuis, il y a eu le premier spectacle qui est sorti sur YouTube, deuxième spectacle, donc c'était pas un agrandissement, mais pas un prolongement, un slow. En fait, c'est très vite monté avec la bise et What the Fuck, et après, il fallait juste maintenir ce truc-là. Donc, si j'arrive à faire des spectacles à Auray, en vrai, devant 250 personnes, c'est une partie grâce aux vidéos. Ok, d'accord. Et du coup, donc, comme tu as dit, tu es anglais. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de venir en France avec un humour qui n'est pas forcément le même, déjà de base? La question de l'humour, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est pas. J'ai du mal à définir s'il y a un humour français, un humour anglais. L'humain rigole, c'est un truc que tous les humains font. On pleure tous, on rigole tous. C'est des émotions qu'on a qui sont involontaires. On ne peut pas contrôler quand on rigole, c'est quelque chose qui se passe. Et par contre, en France, la différence, c'est qu'on est beaucoup sur le sketch, sur les personnages, on s'habille en perruque, on fait des trucs, et c'est ça qui font rire beaucoup de gens. Lorsque le stand-up, c'est une niche en ce moment en France. En Angleterre, c'est l'inverse. Le stand-up, c'est quasiment le seul moyen de consommer de l'humour. Tout ce qui est sketch, c'est devenu très ringard. Monty Python, tous ces trucs-là. Personne fait du sketch. Tu verras quasiment 0 spectacle de sketch. Lorsqu'ici, ce qui remplit les zéniths, c'est les Baudins, les Chevaliers du Fiel, des trucs comme ça. Où c'est pas eux qui parlent de leur point de vue de la vie. Sketch plutôt que du point de vue. Ouais. Donc c'est ça qui est différent. Donc oui, dans le sens où ce qui était difficile au début, c'est que quand je démarre à Paris sur scène, personne n'utilise un micro. Tout le monde projette sa voix comme s'ils étaient au théâtre. Et il y a beaucoup de « Alors, on va faire ça, super, voici ma blague !» C'était beaucoup moins authentique. C'est sûr que puis on perd un peu en crédibilité, je trouve. Oui, un peu, mais après, comme c'était le style à l'époque, j'ai vécu le changement de ça où maintenant, il y a presque personne dans les scènes de stand-up qui n'utilisent pas de micro et qui font genre « Oui, bonjour !» Ça arrive des fois à Montreux, le Montreux Comedy Club, où on passe tous... c'est un peu le
le sacré graal du stand-up. Quand tu as un passage sur Montreux, c'est très cool, tu vois. C'est ce qu'on vise en fait. T'as atteint un vrai level. Ouais, c'est ça en fait. Et donc du coup, on retrouve à Montreux des fois des trucs sketch un peu. Moi, je suis pas hyper fan de ce style d'humour, mais ça plaît beaucoup. Ok. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, je vais faire un mix entre l'anglais et le français sur scène? En vrai, c'est parce que j'avais pas assez de blagues que en français pour faire un spectacle entier en français ou entièrement en anglais non plus. Mais aussi, c'était parce qu'il y avait beaucoup de blagues dans mon premier spectacle qui t'as besoin un peu de comprendre les deux langues. Ouais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter à faire un truc dans les deux langues. Et il y avait les deux réactions en mode idée cool, personne l'a fait en France, donc ça peut être cool. Deuxième réaction, c'est idée horrible, tu trouveras pas assez de public. Les Français, nous, on parle pas anglais. Et il y en a beaucoup qui se disent, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais en fait j'ai un niveau de merde en anglais, je comprendrai jamais rien. C'est ça. Et la contre-preuve de ça, c'était il y a 3 semaines quand j'ai eu la chance de faire le Grand Rex à Paris 2 fois, donc c'est 2500 places, qui était un peu un... Ouais, c'était un peu, pour moi c'était un peu un fuck you aux gens qui au début disaient ouais mais ton truc il marchera pas. Et aussi un peu un fuck you à tous les gens qui disent que les Français ils parlent pas assez bien anglais ou ils comprennent pas assez bien l'anglais. Si, la preuve, c'est qu'on peut faire des spectacles où on peut remplir 5000 places en 2 soirs là-dessus. Donc en fait, niveau d'anglais des Français, il est très bon. Ouais, ça passe. Enfin, même si on comprend pas trop, on comprend l'esprit général. C'est ça. Et c'est vrai que même moi je me suis dit, je parle bien anglais mais pas de la comprendre. Ah si en fait, si ça le fait. Hier au spectacle, t'as compris, ce que je racontais. Okay, et mon compagnon m'a dit, mais au final pourquoi tu fais pas l'interview en anglais? Non là par contre faut pas déconner non plus. C'est un truc, c'est une différence entre compréhension et parler, c'est très je pourrais le faire, mais je me suis dit, je vais être très scolaire en fait. Parce que c'est un peu le problème français, c'est que même si on parle bien anglais, on parle un anglais très scolaire. Oui, mais comme nous, moi quand je suis arrivé en France, même si mon accent était très bon déjà, mon français était scolaire. J'avais étudié ça. Oui, j'ai passé 5 ans en France quand j'étais gamin, genre entre l'âge de 4 et 9 ans. Mais à cet âge-là, tu parles comme tu parles. Donc je suis resté un peu dans ce registre-là. Plus après, j'ai étudié toute l'école, tout le collège, tout le lycée, toute l'université. J'ai étudié le français, le linguistique et tout ça. Et donc du coup, j'avais un français très scolaire. Et quand j'arrive ici, et j'en parle dans le premier spectacle, tout le truc du verlan, ça a pris des années à vivre en France pour se rendre compte de ça, tu vois. Et donc forcément, c'est qu'en habitant dans un pays, c'est pareil pour le Québec. Ça m'a pris 3-4 mois à déjà les comprendre. Et après, l'imitation, elle se fait pas exprès, c'est juste inconscient que tu imites comment les gens autour de toi ils parlent. C'est sûr, ça a beaucoup pour l'adaptation quand même. Oui, c'est sûr, c'était assez drôle comme version, comme variant de français. Il y a un extrait de ton spectacle, du coup j'ai re-regardé ce matin. Et c'est marrant parce que tu dis qu'en fait, au bout d'un moment, même si tu fais des petites erreurs, tu t'en fous, maintenant tu laisses courir. Mais ta femme, elle assume pas du tout. Non, il est pas con. J'avais oublié ce passage-là. Moi, ça m'a fait mourir de rire. C'est vrai, j'avais oublié ce passage-là. Oui. Effectivement, c'est moins le cas maintenant parce que... quoique, ça arrive quand même toujours. Mais j'allais dire, c'est moins le cas en général quand on va voir là, on est dans le processus d'acheter une maison. Et donc le premier rendez-vous qu'on a avec l'agent immobilier, lui il savait pas qui j'étais. Comme la majorité des gens ils savent pas qui je suis. Mais dans certains milieux, quand on va dans les bars ou dans les trucs comme ça, les gens dans les soirées, les gens maintenant ils savent qui je suis, donc ils savent que je suis anglais. J'ai pas besoin de. Mais effectivement, c'est limite la première partie de la conversation. Genre dans la première minute, ça sort que je suis anglais, juste pour poser le truc. Mais en fait, j'adore dans le sketch parce que, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Mais en gros, il explique que quand il était en France, il n'a jamais eu besoin d'utiliser le mot carrelage et que du coup, dans le magasin de bricolage, il demande ce que c'est que du carrelage. J'étais pliée en deux. En même temps, c'est vrai que quand on n'a pas eu l'occasion d'utiliser le mot, on ne sait pas. Oui. Mais du coup, c'est vrai que j'ai imaginé la situation, j'ai imaginé le vendeur bugué, j'étais quand même. Maintenant, j'ai limite l'effet inverse. Par exemple, si je partais vivre en Angleterre
et j'avais un enfant en Angleterre. En fait, j'ai tout le vocabulaire d'avoir un enfant en France maintenant. Donc j'en racontais hier un peu le mot obstétricienne que je connaissais pas en anglais, mais des trucs comme un couffin. Pour un bébé, je sais pas comment on dit ça en anglais, tu vois. Alors les trucs de base genre couche, jet, tétine, jet, mais il y a plein de trucs genre sérum physiologique que j'ai pas non plus, tu vois. Et, même en France, des fois on l'a pas. non, ouais, et en vrai on l'a pas tant qu'on n'a pas, tu vois. Donc ça c'est un vocabulaire que j'ai acquis en français, que j'ai pas eu besoin d'utiliser en Angleterre jusqu'à maintenant. Et donc du coup, mes potes en Angleterre, ils ont pas encore d'enfants. Donc il n'y a toujours pas ce truc de vocabulaire, je sais pas en fait. Du coup, t'es pas vraiment en décalage au final. Non, pas encore. Mais à un moment donné, quand ils vont avoir un enfant ou des enfants, je vais être là, le quoi? Ah oui, bah nous on fait ça. Nous c'est un peu différent. Ouais. Donc. Et donc du coup, bon, comme c'est une chaîne de livres, je parle juste vite fait de livres. Toi, c'est quoi le type de livre que tu aimes bien? Alors je suis pas du tout lecture. Les seuls livres que j'ai vraiment lus dans ma vie, c'est des livres non-fiction. D'accord. À l'époque, quand je bossais chez Apple, c'était beaucoup sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça. J'aimais beaucoup de biographies ou autobiographies de gens comme, j'ai pas encore lu celui genre sur Elon Musk et tout ça, mais Steve Jobs, j'ai lu la biographie, la biographie de Twitter, la biographie, comment ils ont créé le truc, beaucoup de trucs d'entrepreneuriat, aussi des livres sur le stand-up. Plus terre à terre pour toute question. Oui, fiction, j'arrive pas à rester, j'arrive pas à les fictions. J'arrive pas à me concentrer. Très vite, je lis sans encaisser, du coup il faut que je recule des pages et j'y arrive pas en fait. Si ça peut te rassurer, je viens de finir un Musso, il va falloir que je le relise parce que j'ai rien compris. Mais en même temps, les Musso c'est tout le temps ça, je suis obligée de les relire. Par contre, je trouve qu'il y a la famille là qui est toujours en haut en ligne là sur ton. Ok, ça marche. Ok. Ça dure, c'est bientôt fini. Ok. Ouais, quelques minutes, ouais. Ok. Merci. Et donc, du coup, est-ce que pour toi il y a un but ou une consécration ultime que tu vises? Que tu vises? Ouf. Voilà. Non, c'est. Ouais. Alors à la base, c'était de gagner ma vie en faisant de l'humour, du stand-up, et comme ça, ça a été fait. En vrai, tout le reste, c'est un peu du bonus. Là, tout de suite, je me dis, j'aimerais bien un jour peut-être écrire une série, une série fiction. Peut-être. Donc ça, c'est un peu le prochain truc. Les films, je suis moins intéressé à faire des films et tout ça. Ouais, non, j'ai pas vraiment. Je crois qu'il faut que je me pose pour me poser la question en mode c'est quoi la prochaine étape en fait. Parce que là, je suis un peu en mode autopilote depuis plusieurs années. Ah oui, carrément. Un peu, ouais. Et est-ce que, je crois que là, tu nous as dit hier soir que tu étais sur la fin de la tournée. Ouais. Et du coup, est-ce que tu envisages un troisième spectacle? Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais faire un troisième spectacle, je crois. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve que non. Mais oui, celui-là, il finit en janvier. On le filme et après, il sera diffusé je sais pas où. Et après, l'idée, c'est de faire un troisième. Super. En tout cas, si tu reviens de jouer ici, c'est sûr que tu feras celle comble. Ah bah, je crois, ouais. Puis en tout cas, c'est une belle salle, j'aime beaucoup. Ah bah oui, ils t'ont vachement bien retapé ça. Parce que le cinéma avant, c'était pas ça du tout. Bah ouais, c'est très beau, c'est très joli, donc ils ont fait un très bon boulot. Et bah merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et bah, avec plaisir. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, que je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon, comme la vidéo sur la bise ou celle dans le magasin de bricolage qui est vraiment à mourir de rire. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le petit rond juste ici et je vous mettrai en dessous une autre interview. Si vous l'avez pas déjà vue parce que je vous ai pas assez saoulé avec, je vous la mettrai en dessous. Salut, bonne journée. Bye.